Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Clés de vitalité aujourd'hui. Je vais aborder le thème de l'instruction en famille, de l'IEF, puisqu'apparemment nous allons être nombreux à s'exercer à cela. Donc j'ai commencé l'IEF pour ma part donc en novembre dernier avec ma fille qui était en grande section, qui n'avait pas encore 6 ans. Et donc voilà, je vais vous communiquer un petit peu moi ce qui m'a inspiré, comment j'ai fonctionné avec elle, les découvertes que j'ai faites. Donc d'ores et déjà, quand on a décidé avec son père de faire l'instruction en famille, j'avais un week-end pour me préparer. Et du coup, en fait, j'ai été sur Internet, je me suis connectée aux différents sites ou pages Facebook de personnes qui sont dans l'instruction en famille depuis longtemps, ainsi que sur les groupes Facebook d'école à la maison, etc. Et de là, on poste quelques petites questions et rapidement, on a plein d'idées, de pistes pour se renseigner, pour trouver des petites astuces, pour accéder à des vidéos gratuites sur comment mettre en place les bases de l'IEF. Donc j'avais pu percevoir qu'il y avait différents fonctionnements pour l'IEF. Soit on part sur vraiment suivre le programme scolaire à la maison, soit on part sur plus du unschooling, c'est-à-dire qu'on va finalement saisir les moments de la journée où l'enfant a un intérêt pour quelque chose, s'en saisir et puis en tirer profit pour des apprentissages, pour des connaissances, pour s'exercer. Voilà, donc c'est vrai qu'on trouve aujourd'hui beaucoup de choses sur Internet et puis de là, l'aventure a commencé. Donc au début, moi c'est vrai que j'avais essayé de suivre un petit peu le programme scolaire, donc j'ai commandé des manuels où tout est récapitulé, toutes les connaissances, les apprentissages qu'ils doivent acquérir pour un temps donné, ce qui permet un petit peu de voir la progression, là où on doit aller. Finalement, bon, c'était très bien d'avoir ça pour savoir qu'est-ce qu'on attend d'un enfant de cet âge-là. Finalement, au bout de quelques temps, alors c'est vrai que ma fille, les premiers cahiers comme ça, alors le premier jour, c'est des cahiers, doit y avoir, je sais pas, 50 pages. Le premier jour, elle en a fait 15 d'un coup. C'était la découverte, hein, je pense. Et puis le deuxième jour, bon c'était plus du tout le même enthousiasme. Donc finalement, j'ai essayé un petit peu de lui proposer. Puis j'ai vu que moi, en fait, j'étais pas dans mon élément à faire ça. Qu'elle, ça avait pas l'air de la beauté plus que ça, donc bon, je me suis dit on va tester d'autres choses. En fait, c'est l'occasion de faire des essais, des erreurs, de voir ce qui convient à l'enfant, de ce qui nous convient à nous. Du coup, bon, finalement, je suis plus restée sur avoir en tête ce qu'on attend dans le programme. Et par contre, dès qu'on jouait, dès qu'on discutait, placer des notions, placer des petites chansons, placer voilà, dans les jeux des notions, enfin ouais, des connaissances quelconques. Alors des fois au-delà évidemment hein, de ce qu'ils attendent à l'école. Et finalement, bon là je me sentais c'était plus fluide et voilà, et même pour tout ce qui est l'écriture, les lettres, ça passait plus finalement, on faisait un dessin où elle avait une idée d'inscrire quelque chose sur sa cabane, là on en profite pour écrire, voilà, plus utiliser finalement l'instant et la vie courante pour faire passer les notions et tout en s'amusant et que ce soit léger et agréable.
Donc finalement, on est parti là-dessus. J'ai aussi eu l'intention au début de chaque semaine me donner un thème, par exemple les instruments de musique classique, par exemple. Et donc chaque jour, par exemple, lui faire écouter un instrument, ensuite lui montrer l'instrument, ensuite trouver un dessin d'instrument, le dessiner. Si possible, aller rencontrer des personnes qui pratiquent cet instrument. Donc voilà, on a été accueillis par Céline, qui est violoniste, par exemple, qui nous avait préparé toute la description du violon, tout ça, qui nous a fait des morceaux. Et voilà, j'ai senti à ce moment-là que finalement l'apprentissage dans le concret, dans le sensoriel, c'était ça qui faisait qu'on mémorisait et qu'il y avait un intérêt finalement. Ces notions de vraiment expérimenter dans la vie concrète parce qu'il y a un besoin ou un sens à ce qu'on fait, j'ai petit à petit trouvé ça de plus en plus évident que finalement dans le système scolaire classique, on essaye de reproduire des mini-situations de la vie concrète, bon, alors que c'est artificiel et que c'est pas naturel, et que finalement dans la vie normale, on a tout pour vivre ces découvertes, apprendre sans créer artificiellement la chose. C'est là que petit à petit je me suis dit mais en fait c'est vraiment bizarre ces institutions, on va mimer, on va faire semblant de créer quelque chose, on va découvrir par exemple l'Afrique enfin, dans une salle de classe, mais en réalité peut-être que d'aller rencontrer des Africains, même en France, enfin, voilà, il y a tellement d'autres façons d'apprendre que petit à petit je me disais que c'était quand même assez limitant une salle de classe et pas forcément propice pour que les apprentissages se fassent au mieux. Du coup, quoi vous dire d'autre? J'ai ensuite aussi quand même mis en place différentes personnes adultes qui allaient accompagner ma fille parce que j'estime que je suis pas du tout complète pour tout faire. Donc de là, elle a essayé différentes activités avec des adultes spécialisés dans l'accompagnement de l'enfance ou ayant des compétences particulières dans certains domaines. Et là, du coup, tout de suite, j'ai vu ce que ma fille appréciait d'emblée. Et puis surtout, en tout cas pour ma fille, le contact, les premiers instants avec la personne, le feeling, ça va être capital pour qu'elle ait envie et qu'après de là, on pourra lui proposer finalement toutes sortes de découvertes. Elle sera enchantée. Il faut qu'il y ait le petit truc qui donne d'emblée de la joie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup réécouté les personnes comme André Stern, qui n'est jamais allé à l'école et que j'aime beaucoup écouter. Et il rappelait dans ses vidéos que l'essentiel, en fait, c'est l'enthousiasme. S'il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'apprentissage. C'est parce qu'on est enthousiaste, parce qu'il y a de la joie, qu'on a envie de découvrir, d'apprendre, parce qu'on a un projet ou parce qu'on a une envie. Et de là, les apprentissages découlent naturellement de cet enthousiasme, de ce jeu. Et moi, ça me parle vraiment beaucoup parce qu'en fait, je me dis, la vie, c'est surtout un enfant, c'est ses plus belles années encore d'une certaine insouciance et l'enfermer dans une salle artificielle créée avec que des enfants de son âge, ce qui n'est pas vraiment naturel. Je me disais, c'est tellement pas finalement propice à l'enthousiasme. Enfin, ça dépend des enfants. Moi, je pense qu'il y a des enfants à qui ça convient très bien et qui sont bien mieux dans une salle de classe que chez eux, hein.
mais c'est vraiment à prendre au cas par cas. Après, moi, je parle de mon expérience, puis des témoignages qui m'inspirent, qui me plaisent. Mais voilà, ça m'a vraiment parlé de pouvoir penser qu'effectivement, on ne doit pas créer un apprentissage. C'est parce qu'on joue et parce qu'on s'amuse qu'on va apprendre et qu'on va retenir. Et ça me plaît et c'est très cohérent avec ce que je vis, même à l'âge adulte, effectivement. Pour ma part, lorsque j'ai une envie, un sujet qui m'intéresse, je vais être très compétente, très efficace, je vais retenir tout ce que je lis, tout ce que j'apprends de façon vraiment très rapide. Et autant si ça m'intéresse pas, bah déjà je vais même pas ouvrir un livre ou des documents sur le sujet. Et si je devais me forcer à le faire, ça va être très laborieux, ça va m'enlever de l'énergie et puis ça va pas être efficace. Et si au pire j'ai retenu le temps de quelques heures, je vais très vite réoublier puisqu'il n'y a pas d'intérêt concret et sensé et surtout qui m'anime de l'intérieur. Et c'est ça aussi que j'ai redécouvert et ressenti, c'est que en fait les apprentissages, l'envie de découvrir, d'apprendre, ça vient de l'intérieur de nous, de l'intérieur de l'enfant. Et qu'en fait, quand on souhaite nous lui inculquer quelque chose de l'extérieur vers lui, j'ai vu avec ma fille, elle le ressent d'emblée, hein, quand j'ai une intention de moi lui donner un savoir ou l'amener vers quelque chose, ça fonctionne pas. D'emblée, il y a quelque chose qui bloque, ça se ressent tout de suite. Et je me suis dit, bon, ça, faut laisser tomber, ça fonctionne pas comme ça. Et tant qu'il n'y a pas ce moteur intérieur, cet élan de joie, finalement, c'est peine perdue, ça sert à rien. Du coup, j'ai vraiment lâché petit à petit, hein, dans l'expérience, lâché prise sur moi, ce que j'imaginais vouloir lui inculquer, lui apprendre, etc. Et puis, j'ai vraiment, je suis partie plus sur ce qu'on appelle le unschooling, donc c'est vivre et puis laisser les événements de la vie, de la journée, nous faire aller vers telle ou telle découverte, tel ou tel apprentissage, tel ou tel intérêt. Et finalement, c'est comme ça que ça fonctionne bien pour moi et ma fille en tout cas. Quoi dire d'autre? En tout cas, j'ai pu observer aussi que ma fille donc, a maintenant eu 6 ans. Déjà plus petite, elle a toujours adoré les plus grands, puisque c'est comme ça, pour moi, que justement elle apprend. C'est en regardant ce que font les plus âgés, ça l'inspire, ça la... Voilà, ça lui donne envie et du coup même dans les adultes notamment. Et moi je trouve formidable en fait qu'elle ait plusieurs adultes référents qui sont des personnes avant tout avec des qualités, des particularités, des connaissances. Et en fait c'est parce qu'il y a un lien avec ces personnes-là que ce qu'ils sont, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils veulent transmettre va transpirer de ça et qu'elle va s'en abreuver. Et ça je trouve ça aussi formidable. C'est vrai que là je pouvais comparer entre grandir, l'envie de grandir. Alors la perspective c'était rentrer au CP l'année prochaine, donc elle avait compris qu'après il y a des devoirs, donc elle avait déjà entendu les devoirs, puis en général quand les personnes en primaire parlent des devoirs, ça transpire pas la joie, c'est allez, faut rentrer faire les devoirs, demain il y a encore école, là on doit rentrer, on arrête de jouer, on doit aller faire les devoirs. Donc voilà, tout ça assis sur une chaise toute la journée, avec en plus aujourd'hui un masque.
la perspective de se dire waouh, la vie c'est génial, je vais grandir, l'année prochaine je suis en CP, c'était qu'à moitié présent. Il aurait fallu mettre beaucoup de voilà, beaucoup d'artifices pour faire un semblant de voilà, d'attrait pour ça. Et autant là, quand elle a, bon, par exemple, il y a quelques nounous qui sont étudiantes, qui ont la vingtaine, qui sont en train d'entrer dans l'âge adulte, qui sont pleines de cet élan de la jeunesse, qui ont compris plein de choses aussi, notamment sur l'éducation, qui sortent tout juste de l'école et qui voient les incohérences, les aberrations, et qui ont envie de sortir de ça, de faire plein de choses. Et là, pour ma fille, elle est très inspirée. Et là, je me dis, ouais, ça donne envie de se dire, voilà, quand on grandit, on va vers ça, c'est formidable. Donc moi, j'aime bien que là, chaque semaine, elle ait des contacts avec ce genre d'expérience, plutôt que de voir toute la journée ce qui se passe en primaire, à jouer masqué dans une cour, à être toute la journée sur une chaise. Alors rien que sur le plan de la structure physique, c'est vrai que depuis le début qu'elle était à l'école, je redoutais un peu ce passage-là, parce que on sait que l'enfant, il a besoin de bouger, il n'est pas du tout fait pour être statique, son corps n'est pas fait pour être sur une chaise. Nos assises en Occident, elles sont tout à fait inadaptées. Et on voit très vite les corps autant on voit chez un petit enfant comme voilà, il positionne son bassin, comme son dos est érigé naturellement. C'est magnifique à voir, cette position. Et autant, dès qu'il commence à être à l'école sur un bureau toute la journée, les colonnes vertébrales commencent à plus être du tout dans cette position naturelle. Et c'est vrai que voilà, d'imaginer un enfant qui soit dans le mouvement, qui soit dans la liberté de se mouvoir, même dans les apprentissages, parce qu'on sait qu'il y a des enfants, ils apprennent en bougeant, en touchant, en étant dans le sensoriel davantage que immobiles sur une chaise. Donc il y a tellement de choses, tellement de sujets sur lesquels je me posais déjà beaucoup de questions, et que j'étais qu'à moitié persuadée de faire le bon choix en étant dans le système scolaire. Que là, vraiment, j'ai aussi observé comment, sur un moment d'apprentissage de 15-20 minutes d'attention, ensuite, elle pouvait se mettre à sauter pendant 1 heure sur le canapé, et puis hop, partir sur faire de la danse, faire de la gym, mettre de la musique. Et je me disais, mais oui, en fait, naturellement, ils savent alterner, ils connaissent leurs besoins des moments où on peut être concentré, et puis des moments où on a vraiment besoin d'autre chose. Et là, je me disais, dire que finalement, il y a quelques semaines, toute la journée à suivre un groupe et dans des activités qu'on n'a pas choisies, qui nous sont imposées et qui ne correspondent pas du tout forcément aux besoins du moment, que ce soit sur le besoin d'intérêt, ou le besoin de bouger ou d'interagir, ou encore d'être seule dans sa bulle. En fait, je me suis dit, mais moi-même, je supporterais pas bien une journée entière d'être dans un groupe, à suivre le groupe, à ce qu'on m'impose aussi chaque activité. J'aurais du mal. Et je me suis dit, mais finalement, c'est 4 à 5 jours par semaine qui sont là-dedans, toute la journée. Et effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui ne résonne pas. Ce que j'ai observé aussi, c'est que du coup, ma fille, elle était entrée à l'école, elle avait presque 4 ans, puisqu'elle est de début d'année, donc elle avait 3 ans et 8 mois. Et avant ça, elle était comme actuellement. Il y avait un peu de nounou, plusieurs adultes, beaucoup d'enfants aussi, évidemment, j'en parlerai après. Elle était très très épanouie. Tous les
personnes qui la croisaient dans la rue même m'interpellaient, enfin voilà, me parlaient de ma fille, parce qu'il y avait quelque chose, on va dire que ce qui fait que chaque être humain est unique et particulier, bah, ça s'exprimait bien. Et il y avait une très très bonne connexion, une très bonne ambiance. Et c'est vrai que dès lors qu'elle a commencé la petite section, eh bien ça s'est perdu petit à petit. Et surtout, elle avait beaucoup plus d'émotions en fin de journée à décharger. Donc ça, j'étais consciente que bon bah l'école, le rythme de l'école, le fait de pas pouvoir choisir ce qu'on fait pendant toute une journée, d'être avec un groupe toute la journée dans du bruit, ou bon, je me disais c'est normal que maintenant elle ait voilà des gros scolaires, tout ça, donc beaucoup plus qu'avant, et bon bah fallait accompagner ça le soir. Je préférais que ça sorte, que ça s'exprime, plutôt qu'elle renferme tout ça évidemment dans son corps, ce qui aurait été pire, mais quand même je me disais, c'est ouais, on voit que ça crée beaucoup d'émotions de la sorte en fait. Et puis surtout, il y avait comme une connexion, bah, son épanouissement qui faisait qu'il y avait toujours une très bonne ambiance, qu'il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Ça s'était perdu, donc il y avait plus de confrontation. Ouais, c'était plus du tout fluide comme avant, et je me disais, bah, je cherchais comment restaurer tout ça, et j'essayais des choses, mais non, ça fonctionnait pas. Et même pendant les moments de vacances, même pendant le dernier confinement, il y avait quelque chose qui était plus là en fait. Et dès lors que j'ai donc pris la décision d'arrêter l'école, ça venait d'être la nouvelle. Donc ça, je savais que ma fille était partante, puisque depuis la petite section, elle cherchait toujours plein d'idées pour qu'il n'y ait plus besoin d'aller à l'école en fait. Elle me disait que ce qu'elle aimait, c'était ses copines, mais que ses copines, elle avait très peu le temps de jouer avec elle, que c'était très court, et que tout ce qu'on faisait à l'école, on pouvait le faire dans la vie, quoi, à la maison, et elle comprenait pas pourquoi il fallait passer autant de temps à l'école. Et du coup, bah, je lui disais, moi je suis au travail pendant que tu es à l'école, donc voilà. Donc elle cherchait des idées, elle disait, bah, si c'est que ça, elle me disait, moi je vais au travail à ta place, comme ça c'est réglé. Je vous achèterai tout ce que vous voulez pour toi et papa, comme ça j'ai plus besoin d'aller à l'école. Enfin, bon. Donc je savais bien qu'elle, c'était pas un grand plaisir d'aller à l'école, même si elle s'était entre guillemets très bien adaptée en apparence, hein, seulement en apparence, parce qu'au niveau émotion et épanouissement, ce n'était plus vraiment ça. Mais sinon, pour les maîtresses, pour l'accompagnement scolaire, elle était l'élève parfaite, hein. Elle avait bien vu qu'il valait mieux pas trop dire ce qu'on pensait, pas trop montrer ses émotions, pas trop bouger, que sinon on était puni. Donc elle avait pas du tout envie d'être punie. Moi je fonctionne pas avec les punitions non plus, donc c'est pas, voilà, c'est pas une habitude. Donc elle avait d'emblée compris tout ça, donc elle était une élève, on va dire, parfaite, hein. Et puis, il y a des petites choses qu'elle appréciait à l'école. Mais c'était tellement finalement de contraintes et d'éteindre une certaine joie, un certain enthousiasme, que le bénéfice était quand même pas énorme. Du coup, je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, voilà, elle a retrouvé, dès lors qu'on a pris cette décision, elle a retrouvé ce qui faisait ce qu'elle est, particulière, créative, etc. Et est revenue tout de suite, comme si on lui enlevait un gros poids de ses épaules, que j'avais pas perçu qu'il était là, qu'elle n'aurait pas pu dire non plus, évidemment, que c'était depuis l'école, que ceci, cela. Mais en arrêtant, c'est là que, sans que j'ai rien à faire pour restaurer une bonne connexion, une bonne ambiance, que les émotions soient différentes, j'ai rien eu à faire, c'est parti, tout est reparti, tout ce qui était désagréable est parti d'emblée.
Et petit à petit, elle a retrouvé ce que je lui connaissais, voilà, d'être très, ouais, très créative, d'avoir des envies, plein de joie, plein de vitalité. Enfin, ce qui caractérise un enfant était revenu très très fortement comme avant. C'était pas complètement parti pendant l'école, ça s'était juste abaissé en fait. Et puis aussi pendant l'école, finalement, elle avait perdu en apprentissage. Avant, on va dire qu'elle était comme un petit peu en avance. Enfin, elle connaissait beaucoup de choses, etc. Que ce soit dans le pratico-pratique, les nounous qui s'occupaient d'elle disaient, bah dis donc, elle va pas à la crèche, mais elle a appris plein de choses. Elle sait bien faire tout ça, que ce soit voilà. Manier un crayon, manier des ciseaux. Dans le vocabulaire aussi, il y avait quand même quelque chose de particulier, sans que j'ai jamais moi voulu rien lui inculquer, c'était juste la vie qui faisait ça. Et effectivement, ça s'est tassé et perdu pendant l'école, puisque par exemple, elle, ce qu'elle aimait, ça allait être de chanter des chansons. Par exemple, sa chanson en petite section, c'était les 3 cafés gourmands. Là, elle connaissait ça par cœur. Et puis, à l'école, on apprend des petites comptines. Donc bon, c'est vrai que je pense qu'elle s'ennuyait un peu aussi. En tout cas, ça aidait pas à élever à exprimer tout son potentiel possible d'intérêt, de connaissance, d'évolution. Et ça, c'est revenu aussi en arrêtant l'école. Donc voilà. En tout cas, pour ma part, c'est une expérience très 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 positive. Donc je remercie les circonstances qui peuvent apparaître négatives, mais en tout cas, moi, ça m'obligeait à me positionner, prendre des choix que j'aurais peut-être pas pris aussi vite et aussitôt. Et grâce à ça, voilà, je retrouve mon enfant épanoui, tout simplement. Donc c'est ce qu'on souhaite tous en tant que parents, hein, de pouvoir voir ses enfants s'épanouir. C'est vrai qu'après, donc Amandine, elle a beaucoup d'amis, que ce soit avant l'école, que commence l'école, et puis à l'école, elle s'est toujours tout de suite aussi créé beaucoup d'amis. Et les enfants l'aiment beaucoup en général, et du coup, bon, je sais que ça fait partie de ses besoins de beaucoup jouer avec éventuellement de son âge, mais aussi des plus grands, enfin d'être dans des interactions, on va dire, parce que on parle souvent de sociabilisation à l'école. Mais en fait, je trouve pas, moi, j'ai trouvé qu'elle a beaucoup appris à être sociable avant l'école, dans la vie courante, aller acheter sa glace, aller payer son truc, aller communiquer naturellement avec les gens, créer des jeux avec des gens qu'elle rencontrait par hasard. Voilà, et que en fait l'école, ça crée on est dans un groupe, on doit suivre un groupe, mais il n'y a pas une réelle interaction authentique, même avec l'adulte, puisque l'adulte gère un groupe, mais ils connaissent pas mon enfant, ils connaissent pas la personne qu'elle est. Et là, moi, je trouve que des fois, c'est plus dans des interactions profondes. En tête à tête, on va dire, ou un petit groupe, qu'il y a vraiment, on apprend vraiment les bases de ce que moi j'appelle la sociabilisation, c'est-à-dire pouvoir communiquer, exprimer ses besoins, se connaître, comprendre l'autre. Moi, je dirais que je n'ai pas l'impression vraiment qu'à l'école, c'est là qu'on l'apprend. En tout cas, pour ma part, elle l'a beaucoup plus appris avant l'école, tout ça. Et à la limite, l'école lui enlevait, mettait plus en compétition, en se comparer. Est-ce que mon bonhomme de neige, il est bien fait? Parce qu'apparemment, un bonhomme de neige, c'est comme ça, et puis c'est de cette couleur-là. Enfin, il y a plein de choses qui font perdre la magie, moi je trouve, de ce qu'est un enfant, et le mettre d'emblée
dans des objectifs qui sont pas moi en tout cas dans ce que j'aspire pour mon enfant. Et en tout cas, voilà, j'ai gardé comme avant l'école, comme pendant l'école et comme maintenant depuis l'arrêt de l'école, beaucoup d'interactions avec des enfants où elle a vraiment des grands moments de jeu, où ils peuvent créer tout un scénario, créer toute une histoire. Et là aussi, je trouve qu'ils apprennent, de toute façon, pour moi, l'enfant, il joue et donc il apprend. C'est pas, on va essayer de trouver un jeu pour lui faire apprendre ça marche pas comme ça. C'est parce qu'il joue, parce qu'il vit, donc il joue, un enfant il joue, et ben il apprend. Et du coup, évidemment, on a beaucoup d'interactions avec des enfants, puisque il y a toutes ces amies de l'école qu'on voit après l'école, ou le mercredi ou le week-end, puis il y a toutes les familles qui sont en instruction en famille, du coup, et qu'on peut retrouver et qui sont inspirants aussi, parce que certains sont jamais allés à l'école. Il y a des plus grands, il y a des fratries, voilà, et moi j'aime regarder ces enfants qui parfois voilà ont quitté l'école très tôt ou n'y sont jamais allés, et puis qu'on sent avoir quelque chose quand même d'un peu différent. Ils vont savoir sculpter des bouts de bois, ils vont savoir faire un feu, enfin très jeunes, des petites choses comme ça. Moi, je me dis, ouais, c'est ça que j'imagine pour mon enfant, c'est ouais, d'être beaucoup dans la nature, de déjà ouais, apprendre les choses de la vie. Et parce qu'on apprend les choses de la vie, bah, on va à un moment donné savoir compter, écrire, même voilà, rencontrer des gens qui ont voyagé, et puis on commence à apprendre un peu la géographie, etc. Je trouve que c'est quand même formidable de pouvoir vivre tout ça, d'avoir l'opportunité que son enfant vive ça. Après voilà, il n'y a pas de généralité, hein. Je parle pour moi et par rapport au caractère de ma fille, à sa personnalité, de ce qu'elle est. Je pense qu'il y a aussi plutôt des meneurs, plutôt des suiveurs, donc voilà, un enfant, ça va peut-être pas convenir à tout enfant d'être chez lui à créer ces choses et tout ça, je sais pas. En tout cas, voilà pour l'expérience d'école à la maison. Après, je pense aussi qu'il y a des enfants, bon, tous les enfants sont sensibles. Après, il y a des profils plus hypersensibles où d'être dans du groupe toute la journée, d'être avec du bruit, ça peut vraiment les perturber, gêner, bloquer les apprentissages. Il y a des enfants qui ont besoin d'être des moments seuls davantage. Donc je pense que c'est vraiment important de regarder chaque enfant, quels sont ses besoins, quelles sont ses particularités, et comment donner le cadre, l'ambiance qui va au maximum respecter ce qu'il est et lui permettre de déployer vraiment ses ailes. Donc ce sont des expériences comme ça à faire, et là on peut le faire l'été pendant les grandes vacances. Bon, là il y a encore une occasion avec les 3 semaines, 1 mois qui sont données aux familles. Alors évidemment faut pouvoir s'organiser, puisque là il y a une grande adaptabilité des parents, puisque s'ils font le télétravail, etc., c'est pouvoir organiser autrement les choses, trouver des nounous, trouver d'autres familles où ils peuvent aller une après-midi pendant que, voilà, enfin, s'échanger en petits groupes les enfants. Il y a plein de choses à inventer, en fait, et je dirais aussi que même si on continue après l'école, ou que les enfants sont à l'école, en dehors de l'école, on pourrait aussi, les parents pourraient se remettre dans l'état d'esprit
de l'école à la maison, du unschooling. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est en fait, c'est reprendre en tant que parents, c'est nous qui en fait allons inspirer nos enfants, les instruire par la vie tout simplement. Et c'est vrai que dès lors qu'ils sont à l'école, on peut se dire bah c'est l'école qui fait ça maintenant. Et en fait, quand j'ai pris la décision de faire l'école à la maison, je m'étais dit mais en fait cette espèce d'élan et de créativité qui va me venir pour accompagner ça, même si elle était restée à l'école, en fait j'aurais pu le garder cette créativité, ces inspirations, d'aller découvrir chaque semaine un métier ou une nouvelle personne qui a une activité ou qui pratique un instrument. Enfin voilà, en fait il y a plein d'idées qui peuvent venir dès lors qu'on se dit ouais, comment passer du bon temps, même pour le parent, hein, parce qu'évidemment c'est pas du tout une histoire de se sacrifier, au contraire c'est être épanoui, se ressourcer, se nourrir aussi pendant ces temps avec l'enfant. Donc qu'est-ce qui va plaire à l'enfant, aux parents, et qui va être une source de joie, d'apprentissage, de découverte pour les deux. Et dès lors qu'on se met dans cet état d'esprit, on peut avoir plein d'idées qui viennent, qui seraient peut-être pas venues si on se positionne pas là-dedans. Et ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant de partir sur des thèmes à découvrir chaque semaine, d'aller rencontrer les gens, des choses comme ça. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, c'est vrai que là, il faut pouvoir en tant que parent s'organiser. Pour ma part, là, avec un enfant, en tout cas encore petit, je me rends compte comme c'est essentiel. Ça passe très vite. Enfin, moi, j'ai pas d'autres enfants, mais j'entends qu'ils ont très vite 12 ans, 14 ans et qu'en fait, ils ont beaucoup moins envie d'être avec leurs parents. Et du coup, profiter vraiment de son enfant, de jouer avec lui. Enfin, en plus, de toute façon, c'est ce qu'ils aiment. Hein. Tant qu'ils sont petits, c'est être avec leurs parents, faire plein de découvertes, plein de jeux, plein d'apprentissages avec les autres, mais pas être délaissé de toute la journée de 7h à 19h dans un endroit. Non, je pense que si on demande à tous les enfants, ce sera l'occasion de faire des interviews d'enfants, mais si on leur pose la question, c'est pas ça qu'ils souhaitent en fait, être comme ça toute la journée, tous les jours dans une classe. Voilà. Et nous, est-ce que en tant qu'adultes, est-ce que c'est ce qu'on aimerait aussi, être toute la journée avec un groupe, loin de notre famille? Et suivre tout ce qu'on nous dit de faire toute la journée, tous les jours. Après, peut-être qu'il y en a qui ont des métiers où ça se passe plus comme ça, mais j'imagine qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'être en vacances ou d'être en week-end. Donc on peut imaginer que nos enfants, c'est la même chose en fait. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils souhaitent, qu'ils veulent? Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on va trouver du travail, être compétent? Je suis pas sûre. En tout cas, moi, c'est pas ma vision des choses. Comme le dit André Stern, si on ne coupe pas l'enfant dans ses jeux, en fait, il va être toute sa vie un enfant qui joue. Et lui-même, en tant qu'adulte, se décrit comme un continu de jouer. Alors, il joue à écrire des livres, il joue à faire des conférences, il joue à construire des guitares. Mais effectivement, moi, je ressens vraiment ça, que en fait, pour être épanoui, c'est d'avoir des activités qu'on a choisies, qui nous plaisent, qui nous inspirent, qui nous parlent, et qui aussi peut-être ont déjà un intérêt pour nous et du coup pour le monde, parce qu'en fait si on fait des choses qui n'ont déjà pas de sens pour nous
qui nous intéressent pas, qui nous épanouissent pas, comment inspirer les autres et comment inspirer d'ailleurs ses enfants, ses propres enfants à qui on dit voilà, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies des bons résultats, que tu fasses ci ou ça, pour être comme, voilà, comme maman ou papa qui peut-être s'ennuie toute la journée au travail. Hein. Donc, puis combien de personnes ont fait le cursus scolaire classique et se retrouvent sans emploi ou dans des emplois qui correspondaient à ce que les parents pensent bien ou que la société voilà, met en valeur, met en avant et qui au bout de 3 ans après avoir fait toutes les bonnes études qu'il fallait, se retrouvent en burn-out. Enfin, il y a énormément de gens aujourd'hui en souffrance dans leur travail, donc on peut quand même se dire que c'est pas forcément la bonne formule en fait. Si ça n'épanouit pas la plupart, que ça n'épanouit pas dans le long terme aussi, dans un travail, etc. Est-ce que c'est la bonne formule de forcément aller avoir tous ces cours, toutes ces heures de cours pour apprendre des choses qui ne nous serviront pas? Et on pourrait se dire, si ça ne nous sert pas dans le pratico-pratique ou dans notre vie, notre métier, ça nous sert à apprendre, à réfléchir, à contester peut-être les idées reçues et tout ça, mais malheureusement, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse qui se produit. En fait, les personnes, après avoir passé leur scolarité, elles n'ont pas forcément un esprit critique, n'ont pas forcément remettre en cause ce qu'on leur dit. Donc voilà, il faut vraiment savoir quel est l'intérêt, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui vraiment nous plaît encore dans ce fonctionnement scolaire. Il y a aussi beaucoup de professeurs qui aimeraient impulser des nouvelles choses, des nouveaux élans, mais dans ce système, c'est assez quand même vite fermé et ils ne peuvent pas s'y épanouir et proposer autant qu'ils le voudraient, où il y a vite des barrières, il y a vite... voilà. Donc, l'importance de se questionner sur est-ce qu'effectivement le système scolaire, comme il est, le système classique, est-ce que c'est ça qu'on souhaite vraiment pour notre enfant? Est-ce que nous, ça nous a vraiment apporté quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on est vraiment heureux? Ou est-ce que finalement, au contraire, ça nous a cassé des choses? Il y a tellement d'adultes qui se souviennent de mots, de petites phrases d'un professeur, enfin même à l'école maternelle ou primaire, qui ont ça en tête après à vie. Tu seras nul en maths, par exemple, et ils vont rester avec ça. Et voilà, comment se sentir bien avec des jugements de valeur, des étiquettes, des comparaisons, dès tout petit comme ça, avec des groupes d'enfants qui devraient être nos alliés et pas nos adversaires ou celui qui va peut-être mieux faire et auquel on se compare. Être d'emblée mis dans ce système-là, est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Peut-être qu'il y a des personnes à qui ça convient très bien, mais je pense que c'est important de se poser la question et pas forcément se dire bah c'est comme ça, l'école on doit y aller, on doit apprendre et en plus on doit réussir et il n'y a que comme ça qu'on arrive à être épanoui, à faire ce qu'on veut de notre vie. Non, j'ai l'impression que c'est pas la seule solution et que au contraire des fois justement il y a beaucoup de non-épanouissement toutes ces années scolaires et après aussi. Donc peut-être qu'il est temps, cette période nous invite sûrement à réinventer les choses, à réinventer les apprentissages. Non, en fait, c'est laisser l'enfant jouer et essayer de continuer en tant qu'adulte de jouer aussi, c'est-à-dire jouer, c'est faire ce qui nous crée de l'enthousiasme, qui fait que c'est fluide, c'est facile, on est heureux de ce qu'on fait chaque jour et on a envie vraiment de continuer et continuer d'apprendre et on ne cesse jamais, jamais, jamais d'apprendre en fait dès lors qu'on est dans l'enthousiasme, dans la joie,
Du coup, pour moi, le but, c'est quand même ça avant tout. Après, moi, je reçois en consultation beaucoup de parents qui, c'est vrai, s'inquiètent pour l'avenir de leur enfant dès lors que scolairement, ça se passe pas idéalement, etc. Comme si, en fait, leur enfant dépendait de la réussite scolaire pour réussir sa vie et être heureux. Alors que pour moi, c'est pas forcément lié, quoi. Ça amène pas du point A au point B comme ça. Je pense vraiment que chaque personne, chaque enfant, il est fait pour être ce qu'il est, et quels que soient les moyens utilisés, que ce soit le système scolaire, que ce soit autre chose, autrement, il arrivera à être épanoui. Au contraire, justement, plus on le laisse aller vers ce qui l'anime, on le laisse aller vers continuer de jouer, en fait. Et pas dire, bon, bah là, maintenant, on arrête de jouer, on va travailler. On arrête de jouer, on va faire les devoirs. En fait, ça devrait pas être antinomique. Faire les devoirs, ça devrait être une sorte de jeu différent. Comme le travail d'un adulte peut être juste une activité épanouissante, différente que celle qu'elle fait juste avant avec ses amis. Et après, on va au travail et c'est pareil, quoi. Donc, moi, je peux que souhaiter au monde et aux gens d'aller vers cette confiance, et aux parents d'aller vers cette confiance que leur enfant, il est unique, il est particulier, il est exceptionnel. Et chacun a des potentialités à faire naître, à laisser se développer. Et que c'est ainsi que, voilà, que la joie sera là et la vie d'adulte sera épanouissante. Du coup, moi, pour ma part, en tout cas, je regarde ce que je suis sur 2 caméras en même temps. J'ai pas spécialement aimé l'école, ni pas aimé. Enfin, voilà, j'attendais que ça se passe. J'étais plutôt intéressée par mes amis, etc. La maternelle et la primaire, je trouvais ça vraiment dur. Je trouvais que les relations entre enfants, c'était vraiment de la méchanceté gratuite. Je trouvais ça vraiment... Ouais, pas chouette. Après, au collège, j'ai aimé choisir mes amis, et puis j'écoutais pas grand-chose en fait en classe. Donc, ce qui fait que quand même j'ai redoublé ma 3e, puisque je savais même pas je m'intéressais même pas à savoir si je pouvais redoubler ou pas. Vraiment, j'étais complètement en dehors de tout ça. Après le lycée, bon bah je me suis dit, bon là quand même je veux pas me retrouver avec les plus jeunes sans arrêt, donc j'ai commencé à travailler pour surtout ne pas me retrouver avec les plus jeunes. Et puis à nouveau, bon, j'ai pas écouté grand chose. Je pense que j'ai lu aucun livre. Je ne lisais pas, ça m'intéressait pas du tout. Donc le bac de français, j'ai appris bêtement les résumés de livres, mais j'ai jamais lu les livres. Voilà, donc je me débrouillais plus ou moins comme ça. Et par contre, en terminale, c'est là que j'ai commencé vraiment à trouver les sujets qui m'intéressaient. Donc évidemment, heureusement, je savais quand même lire et écrire, mais ça, je pense qu'on peut l'apprendre chez soi sans passer des heures à l'école. Et du coup, là, quand j'ai trouvé ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que moi, je me suis mis à m'intéresser au corps humain, à la science, mais pas du tout ce qu'on apprenait à l'école. Donc, mon intérêt, c'était d'aller au CDI entre midi et 2 et de lire les sciences et vie, les trucs plus aussi de psychologie, etc. Et là, j'ai commencé à lire. Et après, j'ai commencé à lire beaucoup. Je pense que je lis plus. Enfin, je peux lire 3-4 livres en une semaine. Je lis très vite et beaucoup. Et sur tous les sujets qui me passionnent, c'est quand même une de mes activités favorites.
Mais voilà, il fallait attendre j'ai dû attendre longtemps pour pouvoir aller sur ce qui m'intéressait. J'aurais peut-être eu l'occasion de trouver ça avant si j'avais pas été dans le système scolaire. Mais bon, voilà, en tout cas, à partir de là, j'ai travaillé, mais sans effort, et j'ai très bien réussi, parce qu'en fait, j'étais passionnée. Donc après j'ai fait 2 ans d'études en LEA, parce que là, je savais pas encore vraiment ce que je voulais faire, puisque moi, j'avais fait un bac littéraire avec option musique. C'est vrai qu'il y avait la musique quand même qui me plaisait. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était plus du scientifique, mais pas le scientifique de la scolarité avec un bac S. Donc, je me disais, bon, bah mince, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ce qui pourrait m'intéresser, ça aurait été, par exemple, à ce moment-là, d'aller dans les pays chercher les plantes qui ont des vertus et qui peut-être sont en train de se perdre. Voilà, donc je voyais pas trop. Donc j'avais fait LEA, langue étrangère appliquée aux affaires et au commerce, en me disant, bon, c'est assez large, s'il y a des langues, bon, on verra bien. Et puis après, pendant que j'étais en LEA, je lisais tous les livres de psycho, de yoga, de qigong. Voilà, 18 ans, moi je commençais à fond là-dedans, tout ce qui était les liens corps-esprit, à pratiquer aussi sur moi. Et donc j'ai beaucoup lu, puis là, merveille des hasards, une amie du collège me parle d'un ostéopathe, et comme j'avais des douleurs moi dans le corps depuis assez longtemps, je referai une vidéo à ce sujet. Je suis allée chez l'ostéopathe, et là j'ai dit, bon bah voilà, moi c'est ça que j'aimerais faire, quoi, c'est évident. Et hop, à 21 ans, j'ai repris 6 années d'études en ostéopathie, qui sont des études quand même très longues et très complexes, parce qu'on reprend quand même toutes les bases d'anatomie, physiologie, etc. Et puis plus tout ce qui est la connaissance fine voilà, du corps humain au niveau palpatoire. Et voilà, et si j'avais pas fait ostéopathie, de toute façon, j'avais cet attrait pour le corps. Depuis petite, j'aimais masser, j'aimais les choses comme ça. Donc je pense que même voilà, sans faire d'études, après j'aurais fait des choses plus courtes comme du shiatsu, des choses voilà, je pense pas forcément qu'il y ait besoin, il y a des très bons techniciens qui ont fait plein d'études mais qui sont absolument pas doués pour entrer en contact avec un être humain et son corps. Et il y a vraiment voilà, des gens qui apprennent des techniques et de la connaissance, mais moi, j'aime autant des gens qui n'ont pas fait 6 ans d'études, mais qui savent spontanément, dans le cœur, parler à quelqu'un et savoir le comprendre, l'écouter. Et ça, là, il n'y a pas d'école pour ça, en fait. Ça, c'est là instinctivement, surtout si on est resté en contact de soi-même, de l'essentiel, etc. Et c'est vrai que pour moi, dans le système scolaire, il manque des bases. Les bases, ce serait déjà de se connaître, d'apprendre qu'une émotion, parce qu'à l'école, en maternelle, les émotions, elles gênent en fait. Si on a de la colère, on n'est pas gentil, on n'est pas mignon, on n'est pas sage, on est je sais pas quoi. Alors que, au contraire, il faudrait nous apprendre que les émotions, c'est physiologique, c'est normal, et c'est pas à juger comme ça, d'être catégorisé pas gentil si on est en colère. Alors la tristesse, c'est un petit peu mieux vu parce qu'on peut avoir un peu de compassion, mais alors la colère, on n'en a pas, et après ça fait des personnes qui ne savent plus en fait faire respecter leurs limites, qui ne connaissent pas leurs besoins. Il y a tellement de choses essentielles à apprendre. Alors effectivement, on peut l'apprendre à la maison. Bien sûr, il y a beaucoup de parents qui vont suivre quand même tout ce que nous apprennent aujourd'hui les neurosciences affectives, etc. Et qui vont essayer de l'appliquer dans le cadre familial. Mais quand on arrive à l'école, tout ça, on nous dit l'inverse. Si on exprime de la colère, on est puni, on n'est pas gentil.
Donc il y a une dissonance, il y a une incohérence avec tout ça. Alors que pour moi, voilà, si à l'école, avant d'apprendre à compter, on pouvait apprendre à connaître ce qui se passe en nous, les émotions qui sont en train de naître, le besoin qu'il y a derrière qui est pas compris, et puis pouvoir accueillir les émotions, pouvoir accompagner les émotions, les siennes déjà, aussi pouvoir accepter celles de l'autre. Ce seraient des choses tellement plus importantes, tout petit, je pense, à apprendre, avant d'apprendre des choses abstraites, compter, enfin voilà, compter encore c'est concret, mais il y aurait aussi à connaître son corps, à connaître à quoi ça sert, oui, pourquoi c'est important de bouger, pourquoi c'est important de... Voilà, se connaître le corps et l'esprit avec voilà, des notions comprises par les tout petits, ça me semblerait vraiment important. Et c'est un petit peu l'inverse qui se produit, et ça c'est vraiment triste, je trouve, hein, de voir des enfants qui sont dans la pleine expression de leurs émotions, et à qui on va déjà d'emblée couper tout ça. Et apprendre qu'on ne doit pas montrer ça, ou avoir honte parce qu'on pleure, ou parce qu'on est triste, d'être laissé toute la journée sans ses parents. Il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, je trouve que Céline Alvarez, Catherine Guéguin, Isabelle Filiosa, tout ça, c'est vraiment des inspirations quand même pour reprendre les bases avec toutes les connaissances des neurosciences affectives aujourd'hui sur les apprentissages, sur les effets du stress, des cris, de la menace. Ça bloque vraiment le développement optimal de zones du cerveau qui vont faire qu'après on apprend très très bien. Donc il y a toutes ces bases-là qui sont déjà pas posées et qui du coup, il manque l'essentiel, on va dire. On va dire qu'il manque l'essentiel de ces connaissances du développement psycho-affectif de l'enfant, et qu'à partir de là, on n'a pas le socle, de base. Donc qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? On va essayer, dans le stress et la peur, d'apprendre par cœur des choses qui soi-disant sont importantes d'apprendre. Adulte, il faudra des années pour recontacter ses émotions, pour recontacter cette colère qui aurait pourtant certainement été légitime par moment, et oser la reconnaître. Ça va prendre voilà, des années après pour retrouver toutes ces fausses croyances qu'on a mis en place, tous ces blocages émotionnels. Il faudra, la plupart des adultes, il y a des adultes qui passeront leur vie coupés de tout ça et qui retrouveront jamais finalement comment écouter leurs émotions, comment les accompagner, comment répondre aux besoins qu'il y a derrière, comment formuler une demande à l'autre, comment se respecter, voilà, toutes les choses qui font quand même la base de la société future et du lien, etc. n'est pas mise en évidence, au contraire. Et ça, c'est dommage. Donc, plus on va développer des écoles, en tout cas, si ça doit rester dans un cadre collectif, peut-être des écoles où il y aurait un mélange d'âge, où il y aurait ces bases-là qui seraient d'emblée admises en fait et transmises. Après le reste, c'est pas très important hein, finalement. Même moi, je fais encore plein de fautes d'orthographe, mais c'est pas très très grave. Hein. En plus, il y a beaucoup de profils aujourd'hui qui ont des dys, donc dyspraxie, dyslexie, dysorthographie.
et qui voilà, vont être encore plus en difficulté dans le système scolaire qui est basé vraiment sur des attentes précises, mais qui par contre ont plein d'intelligences. Voilà, tout ce qui est les intelligences multiples, c'est aussi un sujet très intéressant. On n'a pas que les intelligences logiques, mathématiques, etc. Et c'est pas exploité non plus à l'école. Donc il y a plein de personnes qui ont des talents innés, des dons, mais tout ça, c'est pas mis en valeur pendant au moins 20 ans, voire plus. Donc après, est-ce qu'ils vont pouvoir, ces adultes, aller oser reconnecter tout ça, ou se souvenir même que ce qui les animait enfants, ou là où ils avaient des capacités innées, c'était ci et ça, c'est pas sûr. Et pourtant, s'ils avaient d'emblée saisi ces choses-là, ils auraient peut-être le métier épanouissant et parfait sur mesure pour eux, qui ne passe pas par des études spéciales, évidemment. Voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui pourraient être vues autrement. Donc je pense qu'aujourd'hui il va fleurir quand même beaucoup d'écoles différentes avec toutes ces bases-là. Et puis plus il y en aura qui vont se développer un peu partout, et que peut-être un jour dans le nouveau monde ce sera ça la norme en fait. Ce serait formidable. Je pense pas qu'on pourra infiltrer le système classique pour y replanter des nouvelles choses, parce que c'est tout un paradigme tellement différent qu'il faudrait rechanger que c'est impossible. Il vaut mieux construire du nouveau, laisser de côté l'ancien qui dépérira de lui-même, et puis construire du nouveau avec les connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'être humain, sur le cerveau, les neurosciences, les émotions. Voilà, qu'il y a encore peu de temps, on pensait que le bébé, par exemple, n'avait pas de douleur, enfin des choses assez ahurissantes. Hein. Donc on est vraiment un peu comme des gros bourrins, on va dire, au niveau de comment accompagner un enfant, même le bébé. On pourra parler des crèches aussi, hein, où les bébés sont laissés à 2 mois et demi toute la journée sans leurs parents, alors que bon, c'est pas forcément naturel hein, du tout. Heureusement, moi pour la crèche, je ferai une vidéo aussi là-dessus, mais la directrice de crèche m'avait dit: non mais vous savez, là vous faites ça pour votre enfant, mais si vous avez d'autres possibilités, enlevez-la. Parce que les crèches, c'est adapté au travail des femmes, c'est pas du tout adapté aux besoins de l'enfant et du bébé. Moi, je pensais bien faire, je m'étais dit, je vais l'inscrire à 8 mois, quand même pas trop tôt, mais à 8 mois pour la sociabilisation, etc. Et j'ai senti, moi, viscéralement, que ça n'allait pas du tout. Elle, Amandine, elle montrait pour le coup des émotions claires, évidentes, que ça ne collait pas. Et donc heureusement, j'ai pas persisté, ça a duré que 2 jours. Mais je me disais, c'est incroyable hein, que voilà, les crèches c'est adapté au travail des femmes, mais quand est-ce qu'on fait les choses adaptées au bébé, à l'enfant, à l'être humain, tout simplement, plutôt qu'au travail, à l'économie, voilà. Du coup, il y a tout un paradigme, tout plein de notions à remettre dans le bon ordre, respecter les lois naturelles du vivant dès la naissance, même dès la grossesse. Et voilà, il y aura plein de belles choses qui vont arriver, car les bébés et les enfants d'aujourd'hui vont être les adultes de demain qui vont prendre soin de cette terre. Donc c'est vraiment là qu'il est important d'agir encore, et espérons que ces situations mondiales permettent que des nouvelles choses se créent, des choses sensées, cohérentes et en respectant la vie. Je vous dis à très bientôt sur Gwem TV dans Clé de Vitalité. Bonne journée.